Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue pour cette vidéo mercato, vidéo autour de Timothy Weah. Et oui, Timothy Weah, le dossier dont tout le monde parle depuis maintenant une semaine, il est un pas de l'Olympique de Marseille, un long pas, il est très très long le pas, mais on va parler un petit peu de Timothy Weah, et pour ce faire j'ai fait appel à quelqu'un qui connaît très très bien Timothy Weah, qui connaît très très bien la Juventus, c'est Elvin Defazio. Comment vas-tu Elvin? Salut, ça va très très bien. Merci encore pour l'invitation et grand bonjour à toutes les personnes qui nous écouteront. Alors, Elvin, tu es journaliste pour l'équipe notamment. Tu as commenté les matchs de la Serie A sur l'équipe cette saison et tu as donc commenté la Juventus notamment. Je montre à l'écran ta page YouTube parce que tu as une chaîne YouTube où tu parles essentiellement de la Juve. Donc pour tous les supporters de la Juve qui nous regardent, je vous invite à y aller parce que moi-même étant fan de la Juve, depuis que j'ai découvert ta chaîne, je ne regarde que ta chaîne quasiment. Honnêtement, pour me renseigner sur la Juve, c'est le plus pratique et c'est vraiment de qualité. Elvin a aussi évidemment un compte X que vous pouvez aller regarder là aussi avec toutes les infos en temps réel sur la Juve. Et comme il y a quand même une connexion euh, entre l'OM et la Juve depuis maintenant quelques temps, on se rappelle déjà du dossier Locatelli, il y a eu d'autres dossiers aussi auparavant. Donc c'est toujours intéressant voilà, de pouvoir se renseigner par rapport à ça. On va aborder du coup le sujet Timothy Weah. Alors c'est vrai que Timothy Weah, d'un point de vue des supporters de l'Olympique de Marseille, on va dire que les avis sont partagés. Voilà, pour dire ça. Déjà, toi, ton côté, juste par rapport donc, à l'info, comme quoi Timothy Weah devrait aller du côté de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis par rapport à cette opération? Alors, dans la globalité, je suis pas surpris puisque la direction de Marseille, c'est une direction bien connue, entre guillemets, avec Longoria qui est peut-être le dirigeant qui a le plus gros réseau en Italie dans le monde du foot, et évidemment Mehdi Benatia. Bref, négocier avec la Juve et pour ce type de personnes, c'est pas compliqué puisqu'ils ont un certain réseau et une certaine relation avec ce club-là. Maintenant, si on parle du passé, je suis assez surpris que Timothy Weah ait tout de suite dit oui à Marseille parce qu'il a eu un passé certes à Lille, en France, mais surtout au PSG. Et on se dit souvent, bon, bah, c'est compliqué, les joueurs américains, notamment hors européens, lorsqu'ils quittent les clubs comme la Juve, ils veulent aller chercher des clubs d'un standard encore plus haut, avec des clubs qui luttent tout de suite pour gagner des titres importants. Et au final, bon, il a tout de suite donné sa priorité à Marseille, qui est un club qui aujourd'hui va retrouver la Champions, qui certes va tenter d'essayer d'être compétitif face au PSG en Ligue 1, mais ça va être Compliqué. évidemment compliqué. Bref, on pouvait se dire, c'est une piste étonnante que Weah dise tout de suite oui à Marseille au vu de son passé. Maintenant, c'est un projet tellement intéressant et l'OM a tellement un entraîneur intéressant avec une philosophie de jeu qui correspond parfaitement à ce qu'a compris, ce qu'a appris Weah en Italie, que finalement on se dit on peut difficilement être surpris du choix de team d'avoir dit oui. Et puis au-delà de tout ça, Marseille reste Marseille, club historique, club qui attire et qui continuera à attirer tous les jours des joueurs. J'ai été surpris au départ, mais en réfléchissant, je me dis que ça reste une belle opportunité pour Marseille et pour lui. Il a refusé, on est d'accord qu'il a refusé des belles offres, notamment de Première Ligue. Alors, si Weah avait dit oui à Nottingham Forest aurait déjà Timothy Weah à D'accord, ouais, l'entraînement, ouais, ça. puisque le club le plus chaud a été Nottingham Forest. La Juve avait donné l'accord total. Il y avait total accord entre les deux clubs, mais ça ne s'est pas fait puisque Weah a dit non. Au niveau donc des infos, Fabrice Hawkins nous avait notamment dit il y a 2 jours. Accord de principe entre Timothy Weah et l'OM, contrat de 5 ans. Donc ça déjà, un contrat de 5 ans, ne serait-ce que pour l'OM, c'est pas rien. Hein. C'est même assez rare hein, qu'on propose un contrat aussi long. Négociation avancée entre Marseille et la Juve pour un prêt avec option d'achat obligatoire entre 12 et 15 millions d'euros.
Wea ne veut que l'OM, le fameux Wea ne veut que l'OM. Fabrizio Romano, hier soir très très tard, nous a fait un tweet aussi en nous disant voilà, que les discussions entre l'OM et la Juve avancent bien. Les bonnes relations entre les clubs facilitent, on va dire, la transaction. Et puis, on a eu aussi article de la Gazzetta, notamment ce matin, nous disant à peu près la même chose, en disant que voilà, le Wea va partir en prêt avec option d'achat obligatoire du côté donc de l'OM pour 15 millions plus bonus. Là, on nous parle de bonus potentiel. Donc, c'est peut-être sur ça d'ailleurs que aujourd'hui, le transfert ne se fait pas parce que, alors, selon peut-être toi ce que tu as eu comme info, est-ce que le deal est complètement finalisé et c'est simplement des détails administratifs qui font que, ou est-ce qu'on est encore en train un petit peu de négocier des petits bonus par-ci par-là? À ton avis, en fait, qu'est-ce qui fait que Timothy Weah n'est pas encore un joueur de l'Olympique de Marseille aujourd'hui au moment où on parle? Alors, le plus important, c'était la validation du joueur. Ça, Wea a directement dit oui, il veut rejoindre l'OM. Et je pense que l'objectif pour la Juve, c'est d'essayer de conclure l'opération plus vite pour pas avoir Wea de retour à l'entraînement d'ici la fin de la semaine, parce qu'il y a la reprise à Turin. La Juve et Marseille, tout de suite, se sont dit oui, on peut négocier. La Juve a ouvert la porte, donc deuxième phase extrêmement importante. Maintenant, ce qui manque à l'heure actuelle, c'est l'offre sur la table, l'offre officielle. Il n'y a pas eu l'offre officielle. D'accord. Pourquoi? Parce que Marseille est en pleine réflexion aussi, comme tu l'as dit, sur tout ce qui est les petits détails, les bonus. C'est une opération qui devrait se conclure parce qu'avec du bon sens, même si les routes du mercato, je dis souvent qu'ils sont infinies, il peut se passer de tout, mais avec un petit peu de bon sens, c'est le type d'opération qui va se conclure. Mais qu'est-ce qui, pour le moment, a plus ou moins gêné? C'est cette fameuse obligation d'achat. Au début, Marseille était réticent. La Juve va avoir évidemment une valeur pour le futur, c'est-à-dire récupérer les millions qu'elle veut sur Timothy Weah. Donc, ça se gère au niveau des petits bonus, mais en tout cas, la volonté de Marseille, la volonté de la Juve est celle de conclure l'opération. Mais à l'heure où je te parle, il n'y a toujours pas eu cette offre officielle sur la table. Mais si l'offre officielle arrive et qu'elle est convaincante, la Juve dira tout de suite oui. On est d'accord par rapport à ça. Je vous montre la fiche Transfermarkt évidemment de Timothy Weah. Donc il a un contrat jusqu'en 2028 du côté de la Juve. Il a une valeur Transfermarkt à 17 millions d'euros. Hein. Donc on serait sur un transfert qui serait un petit peu en dessous de la valeur Transfermarkt. C'est toujours intéressant, même si la valeur Transfermarkt n'est pas une référence absolue, mais c'est toujours on va dire un bon indicateur. Je vous montre à l'écran notamment que la Juve en 2023 l'avait acheté 11 millions d'euros. Tu me dis si je me trompe, mais c'est ça, hein, 11 millions d'euros du côté de Lille. Petit retour d'ailleurs sur son arrivée à la Juve. Lorsqu'il arrive à la Juve, quel statut il a, Timothy Weah, auprès des supporters de la Juve, même au niveau des médias en Serie A? Qu'est-ce qu'on attend véritablement de lui? Et est-ce qu'on considère déjà qu'à l'époque, 11 millions d'euros, c'est quoi? C'est un bon transfert? C'est un peu cher? Voilà, comment ça a été un peu perçu à l'époque? À l'époque, ça a été perçu comme un transfert d'un point de vue économique honnête, surtout dans le foot moderne, où généralement, 11 millions d'euros, ça équivaut désormais à un transfert quasiment gratuit pour grossir les choses. Il arrive avec un statut d'un joueur remplaçant qui peut progresser. On sait que en France, c'était un joueur intéressant à Lille, mais avec un profil assez offensif. Là, lorsqu'il arrive en Italie, à l'époque, Max Allegri est l'entraîneur, il le voit un peu plus avec des idées défensives, donc il va le faire progresser dans un système un petit peu plus défensif en tant que piston. Mais on va dire qu'il n'atterrit pas à Turin avec le statut de titulaire fixe, non. On voit donc première saison 2023-2024, 30 matchs pour 1248 minutes. Donc effectivement, on est sur quelqu'un qui n'est pas un titulaire indiscutable. La saison dernière, un petit peu plus de temps de jeu quand même. Toujours 30 matchs, 5 buts, 3 passes D, 1638 minutes. Donc il a gagné du temps de jeu. Il a fait aussi plus de stats. Bon, comment on peut résumer au final le parcours de Timothy Weah du côté de la Juve? Parcours où il y a eu du bon et du moins bon. C'est un joueur qui a alterné les bonnes prestations et les moins bonnes prestations. C'est un joueur qui a toujours eu la sensation, j'ai toujours eu la sensation qu'il a joué avec le frein à main. C'est un joueur qui pouvait très certainement faire un petit peu plus de ce qu'il a proposé. Bien plus à l'aise au fil des semaines dans un rôle où il a appris en Italie, c'est-à-dire un rôle un peu plus défensif, dans un rôle de piston, là où à Lille il jouait un peu plus haut. Malgré tout, on sent que c'est un joueur qui est brouillon. Plus la pression montait, plus c'était un joueur brouillon. Ce qui a caractérisé sa saison avec Thiago Motta, cette saison-là où il a joué un petit peu plus, c'est que le système lui correspondait peut-être un petit peu plus. Il a joué parfois plus haut,
Donc, il a retrouvé un petit peu ses habitudes. Donc, il y a eu un petit peu un mélange des deux sous Thiago Motta. Le fait qu'il ait appris défensivement à évoluer un peu plus bas avec Max Allegri et retrouver un système plus offensif et un petit peu plus haut avec Thiago Motta. Mais globalement, son passage reste correct, mais avec des hauts et des bas. D'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi la Juve s'en sépare, à ton avis? C'est voilà, il rentre plus forcément dans les plans d'Igor Tudor, parce que Igor Tudor, en termes de système de jeu, il pourrait correspondre parfaitement, hein, à ce qu'il réclamait. On le sait, on l'a vu nous du côté de l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, j'ai cru voir passer que Tudor voulait récupérer Jonathan Klaus, je crois, hein, du côté de la Juve. C'est vrai, pourquoi en fait finalement la Juve veut s'en séparer aujourd'hui? Il fait partie des joueurs qui peuvent te rapporter quelques millions par-ci par-là. Quand même. Parce que derrière, quand tu dois intervenir sur d'autres joueurs avec des plus gros salaires notamment, il faut essayer, de toute façon, tu dois identifier toujours des profils. Et Igor Tudor l'a très bien compris, très vite. Le message a été assez clair parce que depuis l'arrivée du coach croate, Weah joue peu. C'est un des joueurs qui est le moins utilisé parmi les joueurs qui jouaient sous Thiago Motta. Donc, quand tu joues peu, tu ne rentres pas dans les plans et que tu as une valeur marchande qui peut te permettre d'apporter quelques millions par-ci, par-là, tout de suite, la Juve a identifié l'Américain comme, on va dire, une monnaie d'échange en vue du mercato. Alors, on va maintenant essayer un petit peu de se projeter sur Timothy Weah dans le système Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi que tu connais bien aussi, hein, que tu as vu passer notamment du côté de Sassuolo. Je vous mets à l'écran notamment des datas que nous a proposé DataScout et une comparaison donc sur la saison dernière avec donc sur la comparaison avec les latéraux des 5 plus grands championnats. Donc le championnat de France fait partie des plus grands championnats comme la Serie A. On voit que donc sur le poste de latéral, il est dans les meilleurs latéraux pour ce qui est le nombre de buts marqués, hein, parce qu'il a marqué 6 buts toute compète la saison dernière. Donc pour un latéral, c'est très très bien. Je pense qu'il doit y avoir que Hakimi en gros qui doit faire peut-être mieux dans les 5 plus grands championnats. Une stat aussi très marquante, et je pense que sur celle-là qu'on va pouvoir peut-être insister, c'est sur les dribbles réussis. Il est dans le top 13%, donc dans les 5 plus grands championnats. Dans le système de Roberto De Zerbi, on le sait, c'est un système qui évolue beaucoup, qui va beaucoup changer. Roberto De Zerbi veut repasser dans une défense à 4. Donc déjà, il y a 2 phases de jeu avec Roberto De Zerbi, la phase offensive et la phase défensive. Et c'est vrai qu'on a des interrogations, nous supporters de l'Olympique de Marseille, sur comment ça peut se comporter. Donc déjà, en phase offensive, on le voit déjà dans les premiers matchs de préparation. Alors, ça se passe plutôt côté gauche avec un Luis Garcia qui se projette beaucoup vers l'avant et plutôt un Amir Murillo qui est arrière droit et qui sera le concurrent de Timothy Weah normalement qui reste dans la défense centrale. Mais si Timothy Weah donc vient à l'Olympique de Marseille, on risque d'avoir un schéma inversé, c'est-à-dire un Timothy Weah qui va beaucoup plus se projeter, sans doute combiné avec un Mason Greenwood. Et puis, donc, un Medina, sans doute positionné en arrière gauche, qui ira dans l'axe. Déjà, toi, à ce niveau-là, par rapport à Timothy Weah en phase offensive, capable de vraiment se projeter, de faire différence balle au pied, est-ce que tu penses que déjà il peut correspondre à ce que réclame Roberto De Zerbi et même une complicité avec Mason Greenwood, est-ce que tu peux l'imaginer? Alors, moi, je pars toujours du principe que De Zerbi est un coach qui arrive à faire sublimer les joueurs. Il a cette faculté, alors peut-être pas tous les joueurs, mais il arrive toujours à s'adapter et désormais, ça sera d'ailleurs sa 2e saison à Marseille, donc il connaît l'environnement, etc., même s'il y a une sorte de pression constante du côté de Marseille. Je pense que quand Marseille a voulu Timothy Weah, c'est avant tout une demande de Zerbi, donc il a les idées claires de comment il veut Timothy Weah, et s'il veut Timothy Weah, ça veut dire qu'il a identifié ce joueur comme intéressant. Aussi parce que c'est un joueur flexible. Si De Zerbi veut passer d'une défense à 4 à une défense à 3, Timothy Weah, ça semble être l'élément parfait parce que c'est un joueur flexible qui est capable de jouer piston comme il a appris en Italie, apprendre à jouer à dans une défense à 4. Si tu me demandes d'un point de vue des caractéristiques, c'est beaucoup plus simple pour lui de jouer en tant que piston qu'en tant que latéral dans une défense à 4, même s'il a pas mal progressé défensivement, mais il sera toujours plus à l'aise offensivement que défensivement. Mais moi, je pars toujours de ce principe que si De Zerbi a identifié ce profil, c'est que avant tout, il voit une sorte de particularité, d'avoir cette sorte de faculté à être flexible pour changer de système. Donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant d'aller chercher un Weah. La grosse question qui est posée notamment nous par nos abonnés lors de nos différents lives, c'est est-ce que véritablement Timothy Weah, et tu as commencé à en parler, est-ce qu'il peut défendre? Est-ce qu'il est capable aujourd'hui de défendre dans une défense à 4? Il y a des vraies interrogations par rapport à lui parce qu'on rappelle, c'est un attaquant de base qui a été
au fur et à mesure de sa carrière un petit peu reculé. Il a joué en tant qu'ailier, puis même du côté de Lille, je crois qu'il faisait des matchs déjà en tant que piston. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que la Juve l'a recruté aussi sur ce poste-là. Donc là, il a évolué dans une défense à 4 avec la Juve. Défensivement, tu penses véritablement qu'aujourd'hui, Timothy Weah, il peut apporter des garanties suffisantes pour jouer déjà ne serait-ce que le top 3, on va dire, en Ligue 1, et puis même si on se projette un peu sur la Ligue des Champions, voilà, est-ce que tu penses qu'il peut apporter des garanties suffisantes défensivement? Il a progressé. Défensivement, il a progressé. Je pense qu'on a toujours. Chaque club qui a recruté Weah a toujours eu ce doute, indirectement. C'est-à-dire, bon, offensivement, il y a peut-être plus de garanties. Défensivement, comment ça peut se passer? On sait souvent que défensivement, la meilleure école, c'est l'Italie. Donc, si tu arrives à apprendre en Italie, là, il aura un coach italien. Donc, ça sera là aussi une belle continuité pour lui. Mais quand tu arrives à progresser en Italie sur l'aspect défensif, tu peux pratiquement jouer partout, même si l'intensité est différente d'un championnat à un autre. Je pense qu'en Ligue 1, ça peut être un championnat parfait pour lui. C'est un championnat très agressif, la Ligue 1. On sous-estime ce championnat, mais c'est très physique. Bien sûr. C'est peut-être moins technique que d'autres championnats. Il y a peut-être moins d'intensité qu'en Première Ligue, mais c'est très physique. C'est probablement l'un des plus physiques. Donc, il a cette caractéristique de savoir répondre aussi dans les matchs avec cette intensité physique. Donc, ça, c'est un point à prendre en compte sur Weah. Après, d'un point de vue purement défensif, moi, j'ai vu une sorte de progression déjà en Italie. Donc, pourquoi pas à Marseille? Ça va être très dur de bouger un Murillo qui aujourd'hui, il me semble, est le défenseur numéro 1 dans les idées De Zerbi. Donc c'est dur de bouger des joueurs comme ça. Mais Weah a tout intérêt et toutes les qualités pour s'y imposer parce que selon moi, aussi au vu du fait que c'est un entraîneur italien, donc De Zerbi aura des idées qui cohabitent avec ce qu'a déjà connu Timothy Weah. Ça peut être un profil très intéressant. Et de ce point de vue-là, je n'ai pas vraiment d'inquiétude sur le fait que Weah puisse vraiment s'adapter défensivement dans une défense à 4. On parle beaucoup aussi de la polyvalence de Timothy Weah, donc au-delà du fait il peut jouer piston, latéral droit. On sait que c'est un ailier, ailier droit. Est-ce que, selon toi, il peut être une bonne doublure de Greenwood, déjà? Est-ce qu'il peut apporter encore quelque chose offensivement, vraiment en tant qu'ailier? Même pourquoi pas en tant qu'ailier gauche? Est-ce qu'il a cette capacité, selon toi, peut-être à revenir un peu dans l'axe, un peu ce qui est un peu demandé, par exemple, à Jonathan Rowe? Et est-ce que même il peut encore rendre des services même sur un poste d'attaquant? Est-ce que tu penses que voilà, De Zerbi a vraiment noté sa polyvalence globalement et même sur des postes offensifs? Ou est-ce que tu penses véritablement qu'il est vraiment focalisé sur ce poste de latéral droit, piston droit selon le schéma tactique? Moi, je serais très curieux lorsque Weah arrivera de comprendre comment De Zerbi utilisera rien que les premiers signaux à l'entraînement et ça sera comment il l'utilisera défensivement ou offensivement. Offensivement, dans une attaque à 3 notamment, ça peut être un profil très intéressant parce que la particularité de Weah, c'est la percussion. On sait que De Zerbi veut énormément de personnalité chez ses joueurs. Beaucoup de sacrifices, c'est ce qui caractérise cet entraîneur. Courage, il met beaucoup le courage en avant aussi. Mais exactement, énormément de courage. Il a su transformer des équipes qui étaient bien plus faibles par rapport à d'autres adversaires, entre Brighton, Sassuolo. Mais ce qui caractérisait ces équipes, c'était le courage. Tu rates, c'est pas grave, va retenter. Et ouais, ce profil de savoir est très intéressant dans la percussion, ne jamais rien lâcher. Donc ça peut être un profil très intéressant. Maintenant, tout dépendra encore une fois de comment veut l'utiliser De Zerbi. Mais offensivement, ça sera sur le papier un peu plus une assurance que défensivement. On est d'accord par rapport à ça. Si toi tu devais, au final, pour conclure cette vidéo, si tu devais faire un pronostic, tout simplement, sur Timothy Weah à l'OM, est-ce que tu penses véritablement qu'il peut s'imposer? Est-ce qu'il peut être devant la hiérarchie, devant un Amir Murillo? Voilà. Est-ce que comment tu vois la chose par rapport à l'avenir potentiel de Timothy Weah à l'OM? Alors, j'aime pas être devin parce que je le suis pas, mais en connaissant le joueur, je pense qu'il a les caractéristiques pour s'y imposer. Ouais. Il y a de la concurrence parce que Marseille est une équipe qui s'est renforcée la saison dernière et qui va continuer à se renforcer parce que cette saison, tu as quand même une compétition en plus et pas des moindres qui est la Champions. Donc, il y a un point à prendre en compte, c'est le fait que le Vélodrome, Marseille, c'est une ville avec énormément de pression, ce qui n'est pas du tout le cas à Turin et qui était un petit peu moins le cas à Lille. Donc ça va être quelque chose à prendre en compte pour lui. Mais je pense qu'il a toutes les caractéristiques, toutes les facultés afin de s'y imposer, peut-être même prendre la place de Murillo au fil des semaines. On va voir, ça va être très dur. Mais tout dépendra, comme je l'ai dit, de comment voit De Zerbi, comment le coach italien voit Weah. Mais sur le papier,
me fais pas vraiment d'inquiétude sur le fait que Weah puisse avoir un minutage important. Petite question, mais alors vraiment secondaire. Bon, on sait évidemment que c'est le fils de Georges Weah. Georges Weah qui est passé du côté de l'Olympique de Marseille et d'ailleurs qui a gardé un excellent souvenir de l'Olympique de Marseille. Ils sont évidemment toujours en contact, j'imagine. Tu sais si potentiellement Georges Weah a recommandé l'OM à Timothy? Bah, je pense que oui, il y a eu Ouais, des discussions entre père et fils, ça c'est clair et net. Une chose est sûre, c'est que Weah a tout de suite validé la piste Marseille, contrairement à Nottingham. Alors qu'on pourrait très bien se dire, Nottingham c'est la première ligue, je vais prendre beaucoup plus d'argent, mais bien sûr. je vais découvrir un championnat bien plus compétitif que la Ligue 1, tout ce que tu veux, bref, le meilleur championnat du monde. Et non, il a décidé de revenir en France, Marseille, club historique, bien plus historique qu'un Nottingham. La Ligue des En Champions poussant aussi, je pense, rentre en compte aussi dans le choix peut-être de Ouais, Timothy. bien sûr. Mais peu importe, Marseille reste Marseille. Bien sûr. Je veux dire, le logo, l'étoile, Marseille reste Marseille. C'est peut-être pas le Marseille qui a connu son papa, mais ça reste un club attractif. Comme je t'ai dit, avec un entraîneur ultra compétitif, là aussi ultra attractif. Avoir un De Zerbi ou ne pas avoir un De Zerbi, ça change énormément de choses. Marseille aura probablement pas eu le même appeal, comme on dit, sans De Zerbi. Donc, euh, dans tous les cas, le choix de Weah est aussi dû à la compétitivité de ce que représente Marseille et ce que veut représenter Marseille cette saison et avec le projet de Zerbi. Et ça attire. Bah écoute Elvin, en tout cas merci beaucoup pour avoir fait cette vidéo. J'espère que ça a éclairé un petit peu nos supporters par rapport à Timothy Weah, parce que c'est vrai qu'encore une fois, voilà, il y a eu beaucoup d'avis sur lui, certains positifs, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, le but n'était pas de vous convaincre avec cette vidéo, mais c'est surtout de vous présenter, on va dire, le joueur pour ceux qui ne le connaissent pas assez. Je vous remets à l'écran notamment la chaîne YouTube donc d'Elvin, que vous pouvez suivre. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'actualité de la Juve, et puis le compte Twitter aussi d'Elvin. Elvin, merci beaucoup en tout cas nous avoir accordé du temps. Et puis si jamais il y a d'autres actualités entre la Juve et l'Olympique de Marseille, parce que bon, il y a quand même une connexion, hein, on va pas se mentir, entre les deux clubs, j'hésiterai pas à te recontacter. Bah, avec plaisir, un grand merci. Probablement, pourquoi pas un jour se rencontrer à Marseille avec la Ligue des Champions. Pourquoi pas un Juve Ah, et et ça serait beau ça. Marseille. Ah, Eh oui, ça serait. ça serait beau. J'aimerais beaucoup. Franchement, un petit OM Et UV, ça serait très sympathique. c'est très rare. Et ça fait très longtemps, il me semble. Et puis, Marseille, il y a tellement une direction emblématique pour la Juve et avec Longoria, qui a été longtemps l'ancien chef scout Bien sûr. et qui a laissé une trace indélébile du côté de Turin. Et Mehdi qui a été un passage court, mais qui a marqué. Et je pense qu'il a tellement appris à la Juve et avec les fameux Chiellini, Barzali, Bonucci, qu'il en a un souvenir aussi important à Turin. Merci beaucoup en tout cas, Alvin. Et puis, on se dit à bientôt. Et puis, on se dit allez l'OM. Allez, ciao ciao. Ciao à tout le monde.